Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevonne, Stéphane, El Pouillou, Warloff et surtout grâce à un beau cadeau de tous mes amis. Bonjour, je m'appelle JH et je suis heureux de parler à La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Frédéric Maffre et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Julien Maffre et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Glenn Chaperon et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, Christophe Arleston, vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Marine Tummeler et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Ototé et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Thébault et vous écoutez La Voix des Bulles. Vous venez d'entendre le programme de cette deuxième émission spéciale Quai des Bulles 2018 de la bouche même de leurs participants. Et je trouve quand même que c'est un programme de malade. Programme qui n'aurait pas pu être aussi dense sans le soutien et l'aide d'une personne en particulier, c'est Vendry. Vendry, des éditions Varum Vraum, sans qui je n'aurais pas eu d'accès presse. Parce que quand on vient faire des interviews sur un festival, l'accès presse, c'est essentiel. Ça évite de faire la queue à 9h, au milieu de toutes ces personnes avec leurs petites mallettes et leurs chaises pliables. Ça permet aussi d'accéder à la salle de presse. Et là, je dois aussi remercier toutes les attachées de presse qui m'ont permis d'avoir des rendez-vous avec la plupart des auteurs que vous allez entendre aujourd'hui. Online. JH est venu exprès au festival Quai des Bulles pour présenter La prochaine nuit sans lune, un webcomic qu'il a développé avec un collègue pour les smartphones, que ce soit Android ou iOS. Le premier épisode est gratuit, il est sorti pendant le festival, et les épisodes suivants coûteront seulement 1€ pour une quinzaine de minutes de lecture. Il nous présente son projet un peu plus en détail. Des projets de bande dessinée numérique, il y en a beaucoup qui arrivent. Qu'est-ce qui ferait que votre projet à vous se démarque? Quelle approche ferait que ça marcherait mieux que les autres qui galèrent? Alors déjà, on n'a pas de recette toute faite. On essaye la nôtre, mais on ne veut pas l'essayer forcément que dans notre coin. Là, on essuie les plâtres avec ce projet, mais on a aussi vocation à rassembler les auteurs autour de cette question de la BD numérique, sachant que effectivement, on voit que tout le monde essaye et que ça a du mal à décoller en France en tout cas, parce qu'à l'étranger, il y a quand même beaucoup de choses qui marchent, notamment en Corée et aux États-Unis. Donc là, l'idée, c'est à la fois pour moi en tant qu'auteur de raconter une histoire. J'avais ce goût-là d'essayer sur le format numérique. Ça fait 15 ans que je travaille pour l'édition en papier. Là, je voulais me frotter à ces nouveaux supports. Donc j'ai fait ma cuisine à moi, mais l'idée à terme, au-delà de cette histoire, c'est aussi de créer une sorte de coopérative d'auteurs, de mettre en commun tout ce qu'on a un petit peu expérimenté de nos côtés dans nos œuvres respectives, et puis d'essayer de se rassembler pour créer une structure à la fois pour continuer à inventer des formes narratives et aussi créer un modèle économique. C'est là où pour l'instant ça bloque un petit peu, mais créer un modèle économique pour rendre l'activité viable et pouvoir aller plus loin, faire des récits ambitieux qui peuvent se déployer sur de longs formats. On peut aussi expérimenter sur du court, mais on peut se permettre de faire des séries à partir du moment où on arrive à financer la création. Donc là, l'idée, c'est aussi de dire, on va essayer de faire sur du long terme, sur une série. Là, en l'occurrence, il y a 7 épisodes pour La prochaine nuit sans lune. Et de dire, voilà, nous, ce qu'on propose, on a un outil qui est développé par Yannick, le développeur. Il peut être utilisé de toutes sortes de façons, pour toutes sortes d'œuvres par tous les auteurs qui ont envie d'essayer quelque chose. Et le modèle économique, on est en train d'essayer d'inventer, on réinvente pas, on veut pas, il y a des choses qui existent déjà, mais on veut se servir, on s'est beaucoup informé sur ce qui se faisait, on est en discussion avec d'autres auteurs et on va essayer de trouver le petit truc qui fait que ça décolle enfin, quoi. Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher d'autres plateformes qui essayent aussi de faire ce genre de choses comme Allscreen ou même des plateformes un peu plus techniques
Et de standardisation, je pense au tout le groupuscule EPUB qui essaye de mettre en place des normalisations d'un format de fichier qui pourrait être adapté à la BD en ligne. Pour l'instant, ce qu'on a d'abord essayé de faire, c'est de mettre l'outil au service du récit. Donc moi, j'arrivais avec des envies en tant qu'auteur. Yannick développait en fonction de mes options narratives, me faisait des retours aussi en tant que premier lecteur sur la façon dont j'amenais les choses. Et notre tandem, en fait, on a vraiment fonctionné en équipe. Et c'est cet aller-retour qui a fait qu'on a conçu l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Mais pour l'instant, on l'a développée de façon complètement indépendante. Le seul format qu'il y a, c'est vraiment de servir l'histoire. Donc on n'a pas essayé de se rapprocher pour l'instant d'une plateforme existante en termes de format de BD. L'appli elle-même est disponible sur les plateformes de vente d'applications, mais on n'a pas un format de BD qui est très défini. C'est vraiment un format qui est au service de l'œuvre. Donc il n'y a rien qui est arrêté, quoi. Il y a beaucoup de portes ouvertes et c'est pour ça qu'on attend aussi la participation d'autres auteurs pour construire. Est-ce qu'il faut construire un format ? Est-ce qu'il faut formater absolument ? Je pense qu'il faut une base commune quand même, mais il ne faut peut-être pas trop cliver les choses, pas trop fermer dès le début. Enfin, dès le début, ça fait 10-15 ans, mais il faut à la fois trouver une cohérence et à la fois pas se priver de choses en voulant trop formater dès le départ. D'un point de vue technique, de ce que j'ai vu, on est assez proche du Turbo Média. Au niveau, je parlais de technique vraiment graphique, avec donc du case à case, des petites boucles d'animation courtes, pas de son, en tout cas pour le moment, dans ce que vous proposez. Mais au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Bon, j'ai le résumé juste devant moi, je pourrais le lire, mais je préfère que ce soit toi qui le dise. Eh bien, oui, mais c'est intéressant parce qu'on parle du numérique, on parle du technique, mais il ne faut pas oublier qu'on est au service de l'histoire. L'outil, il doit se faire oublier pour l'histoire. C'est pas un gadget, on est vraiment... là, c'est un petit peu comme le début des albums, on est dans des... On a évoqué la partie technique, mais... c'est vraiment le récit qui est servi par cet outil. Donc, pour répondre à la question plus brièvement, c'est une histoire déjà qui se passe en Bretagne Nord en 1943, donc en pleine période d'occupation de la Bretagne. Et c'est l'histoire d'Ernest, qui est un charpentier de marine taciturne, qui vit seul dans son hangar à bateau, qui veut rester à l'écart des autres et de la guerre. Mais les autres et la guerre s'invitent chez lui. Il y a Otto, un officier de la Kriegsmarine, qui le presse de réparer son voilier pour la prochaine régate des officiers. En même temps, Fanch, qui est un patron de pêche assez sanguin, qui veut retourner absolument finir sa saison de pêche et qui a son bateau qui est en plan à cause du bateau allemand, qui commence à traiter Ernest de collabo, ça commence à chauffer un petit peu. Et il y a un pilote anglais dont l'avion a été abattu au-dessus du littoral qui trouve refuge dans le hangar à bateau d'Ernest. Donc en gros, le monde et la guerre s'invitent chez Ernest, quoi. Voilà l'histoire. Ernest va donc devoir choisir un bord et composer avec la réalité, sachant qu'il y a une raison qui fait qu'il reste cloîtré. Il a un traumatisme, quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes. En termes de narration, un épisode, ça correspondrait à combien de planches ? Tu as une idée pour pouvoir faire une espèce de comparaison ? Je sais que c'est pas toujours évident. Ouais, on a plutôt établi un temps de lecture qu'un rapport au tome. On a, d'après les retours des lecteurs qu'on a eus,
On est autour de 15 minutes de lecture par épisode. Sur combien d'épisodes tu as prévu de développer ton histoire ? Donc 7 épisodes pour la prochaine Nuit sans lune. À 1 € l'épisode, on peut tout acheter d'un coup ? Alors pour l'instant, comme on vient juste de sortir les 2 premiers pour Quai des Bulles, c'était le cap qu'on s'était fixé, on sort les 2 premiers pour Quai des Bulles. Le premier est gratuit pour découvrir le monde de l'histoire d'Ernest et des autres personnages que j'ai cités tout à l'heure. Et le deuxième épisode est payant à 1 € l'épisode. Donc là, on les sort, on va essayer de les sortir régulièrement, environ à 3-4 mois d'intervalle les uns des autres, le temps de bien les mettre en œuvre. Moi, au niveau... l'histoire est complètement écrite, donc moi, au niveau du dessin et de la couleur, et les traducteurs, traductrices sur leur travail d'adaptation. Oui, parce qu'on l'a pas dit, oui, c'est en 4 langues. Mais j'ai oublié de préciser que la BD était multilingue dès le lancement. On profite de cette possibilité du support de pouvoir diffuser l'œuvre de façon internationale. Donc on a fait appel à des traducteurs et traductrices littéraires qui l'ont traduit donc en chinois, en anglais et en breton. Donc le chinois et l'anglais parce qu'en termes de diffusion, ça nous permet d'avoir un lectorat potentiel qui est très intéressant. Et pour un auteur, plus on est lu, plus on est heureux quand même. Et accessoirement, de faire des bénéfices et de montrer que peut-être, là on n'en sait rien pour l'instant, mais l'idée c'est qu'on peut faire des bénéfices sur la vente de l'œuvre. Et aussi ce côté multilingue pour des gens qui sont en apprentissage d'une langue, notamment en breton. C'est avoir une offre culturelle nouvelle sur des supports nouveaux qui peuvent intéresser des jeunes ou des moins jeunes qui apprennent la langue en changeant de langue en cours de lecture. C'est une particularité de l'outil qui, je pense, pour l'instant a peu été explorée. Il y avait des versions bilingues français-anglais, mais là on va un petit peu plus loin en proposant le chinois et le breton en plus. Ok, merci beaucoup. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors j'en lis beaucoup. La dernière pour laquelle j'ai fait waouh, c'était Calypso de Cosé, qui est un auteur que j'admire et que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup d'expositions au Festival Quai des Bulles et la plupart sont installées dans le Palais du Grand Large. C'est l'endroit où ont aussi lieu les conférences, un endroit facile d'accès où on ne fait pas la queue et on peut voir vraiment des choses superbes comme une expo de Clément Aubrerie, une autre sur le thème de Conan le Cimérien, une très belle mise en valeur des dessins d'Alexis Nem, de Vouch et aussi une mise en scène pleine d'humour de la collection BDQ. Et tout ça, c'est sans compter les expositions qui sont en dehors des lieux principaux du festival, que l'on peut retrouver un peu partout en ville. Personnellement, je n'ai pu profiter que de celle Chapeau bas Spirou, car j'ai un vrai attachement au personnage. Et même si elle était assez intéressante, j'étais un petit peu déçu par le manque de planche originale. Mais ça permet de faire vraiment un tour complet de l'histoire de Spirou, depuis sa création par Rob Vell jusqu'à l'interprétation de Johan Evelman. Mais c'est vraiment une des expositions du Grand Palais qui m'a le plus impressionné. C'était l'exposition consacrée à Stern. Stern, c'est ce western dont on a déjà parlé du tome 1, qui nous raconte l'histoire d'un croque-mort d'un petit bled qui se retrouve confronté à une enquête un peu policière. La série est mise en scène dans des décors sublimes, qui nous rappelle vraiment cette ambiance western, qui nous donne l'impression de nous retrouver au fin fond de l'Ouest, enrichi de nombreuses planches originales, de travaux de recherche et d'explications sur comment les auteurs en sont arrivés là. Et pour en apprendre plus, j'ai eu la chance d'obtenir une interview avec les auteurs, les frères Maffre, même si l'un d'entre eux n'a pu nous rejoindre qu'au milieu de notre rencontre. Je suis avec Frédéric Maffre, scénariste de Stern. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Stern, c'est pour ton premier travail en tant que scénariste, un travail que tu as fait avec ton frère. Ça m'a un peu fait sourire que de voir ce renouveau des westerns, parce que il y a quelques années, j'ai interviewé Mézières qui nous a dit qu'il avait fait Valérian, parce qu'à l'époque, tout le monde faisait des westerns et qu'il fallait faire autre chose. Pourquoi se lancer dans le western alors qu'effectivement, il y a encore pas mal de séries sur cette thématique-là. Vous aviez l'impression de pouvoir apporter quelque chose de neuf au sujet ?
On n'est jamais parti dans l'idée de tout révolutionner, mais parce que les révolutions ont déjà été faites de toute façon. Le western, c'est un genre assez ancien qui a connu beaucoup de variations. On a eu le western classique, le western italien, le western révisionniste des années 70, impitoyable qui était un peu le point final en apparence. Et du coup, ça nous oblige à chercher les pas de côté, les petites variations. Fondamentalement, Stern, c'était une histoire de second rôle. On prend les clichés du genre et on les met au premier plan. Le croque-mort, dans le premier tome, on a aussi le pianiste. Peut-être qu'un jour, on aura le Mexicain somnolent ou la danseuse de saloon. Voilà, tous ces clichés qui viennent de Lucky Luke, au fond, mais qu'on peut traiter d'une nouvelle manière qui permet d'injecter une petite vitalité. Le héros, donc Stern, n'est pas beau, grand, fort. Il a une coupe de cheveux assez atypique, front dégardi, cheveux un peu en bataille. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir une sorte de mélange entre le western et les experts en fait. Ce côté très analytique de son enquête, de ce qu'il cherchait. Alors en tout cas, on n'a pas encore lu le tome 2. On va lire bientôt, mais en tout cas c'est très présent dans le tome 1. C'est un mélange volontaire ou c'est juste venu très naturellement de par la thématique du croque-mort? Bon, alors chaque album déjà abordera un genre différent, donc il se trouve que le premier c'est une enquête. C'était un choix au fond logique. En tant que croque-mort, Stern voit passer pas mal de cadavres, donc il est plutôt bien placé pour constater qu'il peut y avoir un souci avec un décor dont il s'occupe. Et la rigueur que demande une enquête en termes de narration, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu facilement. Il a vraiment fallu réfléchir à la mécanique des indices, des révélations. Ça a été du boulot. C'est ton premier scénario. Ton frère dessinait déjà depuis un moment, j'imagine. En général, les dessinateurs, c'est des gens qui ne sont pas arrêtés. Comment t'es venu l'idée de proposer ça à ton frangin et voilà, on se lance, la trentaine bien passée dans le scénario. C'est d'un coup, t'as eu l'idée qui venait ou c'était une discussion avec ton frère? Alors, j'ai toujours écrit. Moi, je visais le cinéma à la base. Je vise toujours le cinéma quelque part. J'ai fait 1 ou 2 courts-métrages. J'ai eu quelques retours de professionnels. Rien, mais bon, c'est compliqué. Mais Julien voyait ce que je faisais. Il était réceptif à mon travail. Donc à un moment, ça s'est fait spontanément. Quand il a été publié, il m'a proposé est-ce que tu as quelque chose pour moi? Et donc je lui ai fait. J'ai ressorti du tiroir. C'est une vieille idée. C'était des aventuriers au Far West avec vraiment donc. On en revient aux personnages, les archétypes, le croque-mort, le barman, le pianiste, la danseuse de bar, tout ça qu'on mettait au premier plan. Ils vivaient des folles aventures. Et en y repensant, c'est le croque-mort qui s'est le plus distingué. Ça s'est fait petit à petit, des petites évolutions, voilà. Il y avait eu l'impression dans le premier tome vraiment de one-shot. Ça reste une série. Est-ce que tu vas implémenter dans tes scénarios un côté sériel avec une évolution des personnages, des éléments forts qui vont faire avancer ton intrigue? Non, pas vraiment. Alors déjà, il y a le côté changement de genre à chaque fois qui nous permet de... C'est un peu le coffre à jouer dans lequel on peut puiser et partir dans d'autres directions parce qu'on veut se surprendre. Et ensuite, ça me paraît compliqué d'imposer, de dire au lecteur ça va prendre 3 ans, ça va vous coûter 50 €, mais tout ira bien. Donc il y a un côté le one-shot, c'est un côté rassurant pour nous, pour le lecteur, même pour l'éditeur, je pense. Voilà, c'est à la fois un choix pragmatique et aussi une envie de notre côté. Donc ensuite, sériel, il y aura une petite continuité, mais non, rien d'envahissant. Souvent, les scénaristes travaillent sur plusieurs projets en parallèle, des dessinateurs ont un peu plus de mal. Tu as d'autres projets avec d'autres auteurs, ou même avec ton frère en tant que scénario de BD? Alors avec d'autres dessinateurs, non, oui, j'ai d'autres projets. Je n'ai pas encore trouvé le dessinateur. Là, j'ai 2 projets chez des éditeurs. On va voir ce que ça donne. Deux récits historiques, dont l'un, ce sont les retombées heureuses des recherches que j'ai faites pour Stern. C'est un personnage, un Américain pré-guerre de sécession,
qui a mené qui était en plein milieu des questions raciales et de l'esclavage. C'est un personnage très ambigu, vraiment porteur de potentiel. Ensuite, on va voir ce qu'il en sort. Stern a visiblement été un gros succès. Là, on est à Saint-Malo, il y a une superbe exposition qui est vraiment magnifique. Tu as été surpris de ce succès parce que c'est vrai que c'est pas. On sait que la bande dessinée est un milieu difficile et quand on débute, d'un coup, paf, avoir ce genre d'explosion. Bon, moi, je partais du principe que ça n'allait pas marcher parce que le marché fait que c'est très difficile aujourd'hui d'exister, de ne pas être noyé dans la masse. Donc, je me disais, ça marchera pas, mais au moins, l'album est fait. L'album a été compris, il a trouvé son public, donc on est très content, on ne s'attendait pas du tout à ça, je ne pensais pas du tout avoir une exposition après juste 2 albums. Il y a une part de chance, une part de hasard, une part un peu de talent peut-être, j'espère, mais pourvu que ça dure. Ce métier n'est pas rationnel, moi je l'accepte et pour l'instant ça se passe bien, on croise les doigts. J'imagine qu'au niveau des inquiétudes, quand tu as vu qu'Undertaker, qui avait un sujet assez proche, était là et par une équipe qui était quand même très réputée dans le milieu de la BD, ça n'a pas dû aider? Alors, on avait proposé une première fois le projet en 2011, sous une forme moins aboutie. Alors, les éditeurs étaient intéressés, mais ça passait pas. Donc, on a retravaillé. En 2013, on était content de ce qu'on avait fait. On était prêts, on était remontés, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Et Julien a appris à Angoulême qu'il y avait ce projet en développement. 2 auteurs très connus, Xavier d'Horizon, Ralph Meyer, beaucoup plus en avance que nous, c'est déjà signé. Mais Julien est allé les voir, on a échangé des notes, ils étaient très sympathiques, ils nous ont encouragés à contacter même Dargaud. Et voilà, c'est une situation un peu surréaliste, les idées sont dans l'air, ça arrive manifestement. Le hasard voulu qu'à quelques mois d'intervalle, il y a eu 2 BD, 2 croque-morts chez le même éditeur, qui ont chacun trouvé leur public à leur échelle, donc tout va bien, voilà. Mais on revient de loin, oui. Julien vient de nous rejoindre, bonjour Julien. Bonjour. Donc d'un point de vue graphique, partir sur du western, c'est quelque chose qui a été très marqué par des codes, que ce soit dans le western humoristique avec du Lucky Luke, ou le western réaliste avec du Blueberry. Mais toujours dans un côté un peu héroïque. Là, on est dans quelque chose avec des personnages qui sont beaucoup plus moyens. On n'est pas dans le super pistolero, etc. Tu as eu une approche d'un point de vue de ton dessin, de ta narration, pour essayer de bien marquer cette idée-là? Oui, de toute façon, en tant que dessinateur de BD, un début du jeu, c'est de marquer des personnages graphiquement aussi pour qu'ils soient différenciables les uns des autres. Après, oui, c'est vrai qu'on on a un peu un côté BD de second rôle, justement, où on s'intéresse plus aux personnages qui sont en arrière-plan dans les westerns qu'aux bandits et autres pistoleros. Et donc il y avait toute une recherche en accord avec Frédéric sur les personnages, qui est très cinéphile, donc il me citait des acteurs qui pouvaient servir de modèle aussi sur certains personnages. Donc sur Stern, on avait les indications, c'était grand, voûté, maigre, la trentaine, voilà, pas de chapeau, pas de cheval, pas de flingue. Donc voilà, on était sur quelque chose de quand même assez atypique dans le western. On n'était pas sur le héros velu et musclé, armé jusqu'aux dents. Donc ça donnait des indications quand même assez fortes pour les marquer. Ensuite, au niveau du contexte, surtout sur le premier tome, on voulait vraiment être dans le western typique. Donc voilà, dans Sergio Leone, le village poussiéreux, isolé, qui permettait quand même de s'inscrire dans un western plus dans l'inconscient collectif. On n'est pas perdu à ce niveau-là. Et d'inscrire des personnages qui n'étaient pas forcément mis au premier plan dans le western là-dedans, quoi. Je vois sur l'exposition, justement, c'est intéressant au niveau de tes dessins préparatoires, tes storyboards, que Stern, en quelques traits, est très facilement reconnaissable. Surtout sa chevelure, en fait, que tu joues beaucoup là-dessus. Cette marque-là, qui est un peu iconique, je trouve, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement. Quasiment dès le début, en fait. On savait que le personnage n'allait pas avoir de chapeau, donc il fallait trouver un moyen qu'il se différencie graphiquement des autres personnages. Et assez rapidement est venue cette
cette coiffure, l'idée de base de la coiffure de Stern, c'était d'évoquer un peu les ailes d'un corbeau sur sa tête et d'avoir vraiment une silhouette très particulière, c'est-à-dire que Stern est en noir et c'est quasiment un des seuls personnages de la BD qui est en noir, donc directement on peut le repérer dans l'image. Et oui, avec cette silhouette de grand dégringandé avec une calvitie naissante et des cheveux un peu ébouriffés et mal coiffés. Et oui, le but premier, c'était qu'il se différencie vraiment par rapport à son entourage. Parce que, au fond, l'histoire de Stern, c'est une histoire d'un personnage en profond décalage avec son environnement. Et il fallait que ça se voit au niveau graphique. Ouais. Merci. Ta dernière découverte en bande dessinée, je te demande d'y réfléchir, Julien, en parallèle. Le dernier truc en BD que tu as lu qui t'a fait faire waouh, que ce soit un truc vieux ou récent. Alors moi, c'est une découverte vintage qui s'appelle Frontline Combat de Harvey Kurtzman. Ce sont des récits de guerre, des récits courts, 7 pages. Ça a été republié chez nous chez Achilleos, il me semble. C'est profond, c'est pas du tout des récits de propagande, c'est vraiment au niveau de soldats qui sont dans une gadoue pas possible, que ce soit la guerre de Corée, la Première Guerre mondiale, la guerre de sécession, et ça, c'était vraiment très ambitieux pour l'époque. On a l'image de comics un peu simplés avec des super-héros, avec des couleurs criardes qui se tapent dessus, mais on voyait vraiment l'ambition. Les comics, c'était pas que pour les adolescents, ça a changé par la suite, voilà. Et ça a été créé par Harvey Kurtzman, qui est surtout devenu célèbre par la suite pour Mad Magazine, un magazine satirique. Et c'est intéressant de voir cet aspect de sa créativité, quelque chose de sérieux et sophistiqué, et vraiment avec une vraie conscience sociale. Julien ? Moi, je l'ai lu récemment, mais c'est pas récent. C'est Carnet de santé foireuse de Posla, qui est assez incroyable. Voilà, au niveau de l'histoire racontée, de la façon de raconter et du dessin qui est vraiment extraordinaire. Donc, ça m'a marqué à tel point. Je pense pas être hypocondriaque, mais à la fin du bouquin, je me posais des questions quand même sur mon état de santé actuel, si j'avais pas la même chose que l'auteur du bouquin. Non, c'était très 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 fort. Je me souviens d'une époque où les gens laissaient des commentaires sur nos publications. C'était pour le One A Club 66 par exemple, avec une quinzaine de commentaires. Et l'un d'entre eux partageait notre avis sur l'attentat, scénarisé par Loïc Devilliers, d'après Yasmina Kadra, et dessiné par Glenn Chaperon. Et là on remonte à 2012, parce qu'on a aussi parlé de Glenn Chaperon il y a moins longtemps, dans le One A Club 172, pour l'Histoire Corse, scénarisé par Dodo. C'est une bande dessinée qui représente la Corse telle qu'elle est, pleine de paradoxes et de questions sans réponse. Mais j'ai quand même essayé de les poser à Glenn Chaperon. Donc tu es le dessinateur récemment de Une Histoire Corse. Nous, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, ça m'a pas mal touché. Et aussi de l'attentat, qui sont deux bandes dessinées qui se passent pas forcément à notre époque, à un endroit où tu vis. Tu as eu une approche de la documentation différente pour les deux ? J'imagine que c'était plus facile de se renseigner sur la Corse. Oui, sur la Corse, on a été invité par Dodo, donc Dominique Nicoli, qui est la scénariste, qui habite, qui a une maison de famille là-bas. Et donc elle nous a invités, ma compagne et moi, à passer 10 jours en fin septembre, il y a 2 ans, pour se mettre un peu dans le bain, voir les lieux, parce que donc il y a des lieux qui des scènes de la BD et tout ça. Donc on est allé, on a pris des photos à bloc. Et comme ça après moi j'avais toute la documentation, j'avais tous les coins, les paysages, l'église, le machin. On pouvait dire ça tu penses que c'est plutôt à Tsonza ou à Gizon, machin, etc. Alors que l'attentat, en fait on n'y a pas été avec Loïc Devilliers. On n'y a même pas du tout pensé. On n'a pas été donc ça se passe en Palestine, Jérusalem, Bethléem, en Palestine. Et du coup on n'a pas été, et on était à fond sur la doc à chercher des lieux, pour donner l'impression au lecteur qu'on y avait été. On était hyper pointilleux sur les plaques d'immatriculation, les feux de signalisation, les portes de telle mosquée. Est-ce que du côté homme elles sont pareilles que du côté femme, des trucs, on a été vraiment à se tirer les cheveux à fond.
Et là, bah ouais, la Corse, en fait, je me suis documenté sur les scènes de... un peu, il y a des scènes en Indochine, où là, voilà, j'ai regardé des choses et des trucs tirés de faits réels. Et donc là, j'ai cherché sur l'INA, des choses comme ça. Mais sinon, tout ce qui est nature, tout ce qui est le récit actuel, enfin le récit... ouais, voilà, enfin en gros, tout ça c'est des photos, des trucs qu'on a pris sur place, quoi. Oui, puis ça fait des vacances de travail sympas, je pense. Ouais, c'est ça, c'était plutôt pas mal. C'était un peu le dilemme quand même, parce qu'il fallait qu'on choisisse entre la plage ou la rivière. Enfin, c'était pas facile. Fin septembre en plus, c'est vraiment pas le moment idéal pour la Corse, vraiment pas. Ouais, non, c'était pas terrible. Quand tu changes d'époque, tu changes de trait dans une histoire corse. Tes choix graphiques, c'est venu tout de suite ou t'as vraiment réfléchi longuement à comment t'allais traiter le présent, enfin les années 80 et ce qui se passe quelques années avant? Du coup, il y avait des scènes de présent et beaucoup de flashbacks. Et en fait, fallait montrer au lecteur, bien faire comprendre visuellement que c'était du flashback, et après, voilà, l'idée de sépia et choses comme ça, on n'avait pas envie de ça. Et du coup, je me suis dit tout simplement, moi je dessine au crayon, une sorte de crayon de couleur noire et à la plume. Et je rajoute des couleurs Photoshop, couleur ordi pour le présent. Et là, j'ai juste rajouté une couleur au crayon, un crayon rouge, orange en plus, pour ça fait une sorte de bicro. Et ça donnait un petit côté velouté et un peu passé quand même, mais où c'était quand même le même dessin. Je supprime juste la couleur, quoi. Et ça a fonctionné assez rapidement en fait. On a fait des tests et on s'est dit vas-y, on va là-dessus, quoi. Moi j'ai trouvé que le récit concernant les personnages était assez limpide, assez clair. Par contre, avec tout le côté historique, il y a vraiment un côté de toile de fond un peu survolé. Toi, en tant que dessinateur, tu as eu la même impression? Ou bien alors peut-être que tu as eu plus d'explications de la part de Dodo qui t'ont aidé à être un peu... Enfin, moi, voilà, il n'y avait pas un côté documentaire. C'était vraiment l'histoire qui était importante. Mais il y a ce fond historique qui est présent, mais qui n'est pas trop mis en avant. En fait, il y a deux récits dans l'histoire. Il y a l'histoire de la relation entre ce frère et sa sœur. Enfin, voilà, leur relation à eux, les découvertes qu'elle va faire. Et il y a ce fond historique de l'enlèvement d'un gars du FLNC. Enfin, c'est le frère de Guy Orsoni. Voilà, le FLNC, la mafia, tout ça. Et ça, c'est en deuxième partie, quoi. C'est en fond, c'est un truc qu'on dit pas au départ. Là, c'est complètement du spoil de le raconter maintenant, comme ça. Et voilà, moi, je trouvais ça... On aurait pu les rajouter des pages pour rajouter un peu... mais après, voilà, c'était son envie aussi de que ce soit assez rapide, assez brutal, comme la découverte en fait de Catherine qui, d'un seul coup, découvre, en plus d'apprendre qu'elle a un frère, en plus d'apprendre que sa mère est machin. Là, voilà, en dernier moment, tac, elle apprend que son frère est lié à de la grande criminalité. Tu sais comment le bouquin a été perçu en Corse? Tu penses pouvoir y retourner en vacances incognito ou tranquille? Du coup, j'étais le week-end dernier pour une rencontre dédicace à Bastia, à la médiathèque de Bastia. Et ça a été plutôt bien reçu, il n'y avait pas énormément de monde, mais j'ai rencontré par exemple des gars du FLNC que j'ai repéré tout de suite dans les gens qui étaient là. Je me suis dit, eux, ils sont des... Voilà, et en fait, le gars s'est présenté et m'a dit, voilà, moi, les gens que vous avez dessinés, votre histoire, en fait, c'était des amis, c'était des machins. Et ouais, si, ils le prennent bien, parce que de toute façon, on fait pas
c'est pas un documentaire ou un moment où il va y avoir une grosse découverte. Et en fait, Guy Orsoni a été... En fait, tout ça, c'est su, c'est écrit, c'est publié. Il y a eu des enquêtes, des procès, des machins. Et donc voilà, normalement, on n'a aucun risque. Au niveau de la BD, tu es vraiment sur le chemin traditionnel, travailler avec un éditeur. Vu les difficultés qu'ont les auteurs, il y en a quelques-uns qui tentent de se lancer en indépendance. C'est quelque chose auquel tu aurais pensé, toi C'est-à-dire t'auto-éditer, passer par Internet, du crowdfunding, ce genre de solution? Moi, j'ai commencé la bande dessinée. J'ai fait des études aux arts décoratifs à Strasbourg. J'ai rencontré plein de gens super. Et on a commencé à faire du fanzine, donc de l'auto-édition. C'est comme ça que j'ai publié ma seconde BD en allant sur un salon et j'ai rencontré Gwen de Bonneval qui est venue qui était à l'époque l'éditeur de Sarbacane et qui a vu des extraits une série qu'on écrivait avec ma compagne, des petits bouts qu'on publiait dans le fanzine. Et il nous a dit moi je vais vous éditer, cette histoire-là elle me plaît, est-ce que vous avez la suite, voilà. Ça de l'auto-édition, j'aime bien en faire comme ça, des petits fanzines, on continue à en faire à mon atelier et tout. Après le crowdfunding et dire que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, voilà. Donc non, voilà. Ok, c'est quoi tes prochaines nouveautés? Sur quoi tu travailles en ce moment? Là depuis 3 ans, en fait je travaille chez Astrapi. Je fais une BD jeunesse chez Astrapi, qui est l'adaptation d'un roman d'heroic fantasy qui s'appelle Les Dragons de Nalzara. Et qui est un truc de l'heroic fantasy, ce qui est pas du tout mon... Normalement, ma cam et les récits sur lesquels je travaille, c'est plutôt des récits contemporains ou plutôt récits de famille et tout. Et là, il y a des dragons, des sorciers, des sorcières, des méchants et tout. Et c'est assez génial. En fait, je m'éclate bien. C'est pour les petits, 8-12 ans. Et donc c'est prépublié dans Astrapi. Et après, c'est édité chez BD Kids, voilà. Et donc là, il y a le 2e tome qui est sorti. Là en septembre, et je travaille sur le 3e là donc chaque année il y aura un tome et ça va durer normalement encore 4 ans. Voilà. Si on veut suivre ton actualité, c'est quoi le meilleur endroit sur internet pour ça? Je suis pas très bon sur internet, je me fais beaucoup moquer par mes collègues d'atelier. J'ai un peu Facebook, mais je ne mets pas trop de trucs. Et j'ai un site internet que je paye le nom de domaine depuis des années, mais il n'est pas beaucoup mis à jour. Voilà, mais je fais des efforts, je vais essayer de faire mieux. C'est quoi ta dernière découverte en BD? J'ai adoré le Escalope de Sébastien Lumineau en BDQ. Et justement là à Saint-Malo, il y a une expo sur BDQ et je l'avais vu à Paris à Pulp, au festival Pulp, et c'est vraiment génial. Et Sébastien Lumineau, c'est un mec que j'adore son dessin. Je suivais quand il faisait des fanzines aussi justement et tout. Et ça faisait longtemps que j'avais plus de nouvelles de lui. Et j'étais un peu triste. Et là, paf, il sort 2 BD cette année, et dont celui-là, Escalope, qui est génial, qui est vraiment génial. Quand on vient de Marseille, venir à Saint-Malo, c'est vraiment une aventure. Plus de 8 heures de trajet, aller et retour, avec des changements de train. C'était vraiment une grosse galère. Alors imaginez-vous un peu ma surprise quand le premier rendez-vous que j'ai réussi à choper, c'était avec Arleston, le scénariste connu notamment pour L'Enfeuse de Troie, mais aussi pour Chimère 1887, dont on a pas mal parlé dans nos émissions. Et Christophe Arleston, il habite à 20 minutes de chez moi. Beaucoup de route pour une interview heureusement très longue, et on espère bien avoir l'occasion de recroiser à nouveau Arleston pour une interview encore plus longue dans une splash page. Je suis avec Christophe Arleston, scénariste connu pour tous les bandes dessinées dans l'univers de Troie principalement, mais aussi sous un autre nom pour Chimère 1887.
et directeur de la collection Dracou chez Bambou, qui va nous sortir bientôt ses prochains tomes. Bonjour Christophe. Bonjour. Je précise que Dracou n'est pas une collection, mais un label, une maison d'édition en fait affiliée à Bambou, mais une maison d'édition à part entière. D'accord, donc c'est vraiment encore une volonté de se... Oui, c'est comme Grand Angle, ou pas. C'est une volonté vraiment de faire quelque chose à part. Oui, Olivier Sulpice m'a contacté parce qu'il manquait à son catalogue tout l'aspect fantastique, fantasy, SF, les imaginaires en règle générale, qui ne sont pas son domaine de prédilection, où il disait écoute, je suis pas compétent là-dedans, moi c'est pas des trucs que j'aime, par contre toi tu devrais pouvoir en faire quelque chose, on va monter une boîte tous les deux et voilà, tu vas t'en charger. Donc je découvre le dur métier d'éditeur, même si je suis déjà rédacteur en chef de l'Enfos Mag, ça fait 20 ans que je publie des jeunes auteurs et que je les suis, mais là je découvre aussi le côté pom-pom girl du métier d'éditeur, qui est qu'il faut soutenir chacun des auteurs, lui dire sans cesse que c'est formidable, lui remonter le moral, et puis en même temps je suis auteur de mon côté, donc j'ai la double charge de travail, donc je suis en plein burn-out permanent. Donc là, la nouvelle collection, quelque part, tu as un peu développé l'univers de fantasy de chez Soleil, parce que tu as quand même pas mal multiplié les titres dans le monde de Troyes. C'est un peu devenu un étalon du genre de l'heroic fantasy. Pour moi, j'explique que c'est un peu oui, c'est si pour moi, voilà, l'Enfeuse, c'est si Goscinny avait fait de l'heroic fantasy. C'est un peu mon idée. Et là, chez Dracou, tu vas être aussi scénariste, ou est-ce que tu vas vraiment créer un autre univers, un univers partagé, ou laisser une certaine liberté à des auteurs dans le monde de l'heroic fantasy ? Je vais chez Dracou être aussi scénariste de nouvelles séries, de nouveaux univers. Je suis surtout connu pour le monde de Troyes, mais j'ai quand même fait beaucoup d'autres bouquins dans d'autres univers. J'ai pas fait que de la fantasy ni de la SF non plus. J'ai fait du polar humo, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai touché un peu à tous les genres. En réalité, il se trouve que j'ai été catalogué fantasy d'une part parce que j'aime bien ça, mais surtout parce que l'Enfeust a été le premier gros succès que j'ai fait. Et comme toujours, on est catalogué à partir du premier gros succès qu'on fait. Mais j'aime tout autant le polar, j'aime tout autant la SF. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que je suis un scénariste de genre. De mauvais genre. Je ne suis pas doué pour d'autres types de narration, pour faire une autofiction ou ce genre de choses. C'est pas quelque chose sur lequel j'arriverais à franchir des degrés de pudeur suffisants pour écrire ce genre de choses. J'ai toujours besoin du filtre des genres et de la distance de l'humour. Pourtant, tu essayes de t'éloigner un peu de l'humour. Hein. Je pense à Chimère 1887, qui est dans un style historique. On est plus dans de la saga historique. Et pour cet album-là, tu n'as pas utilisé ton pseudonyme habituel. Il y a une raison particulière? C'était parce que tu changeais d'éditeur, ou est-ce que c'était vraiment pour te démarquer et enlever ce que tu disais, ce catalogage qu'il y a autour des genres que tu maîtrises? Alors pour Chimère, j'ai utilisé mon vrai nom, en l'occurrence, pour une raison assez simple, qui est qu'on a au fil des années acquis un gros public de gamins, surtout avec les trolls en particulier, de gamins de 8 ans, 10 ans. Et j'avais pas envie qu'ils aillent vers un album en se disant « Ah, chic, c'est du Harleston, on va bien rigoler » et qu'ils tombent sur cette histoire très très dure d'une gamine de 13 ans qui se prostitue dans une maison close au 19e et qui est une histoire que j'aime beaucoup, qu'on a coécrit avec Mélanine, ma co-scénariste, qui a amené beaucoup d'elle-même, justement, le côté... Elle m'empêchait de faire de l'humour tout le temps parce que moi j'aurais voulu en rajouter et elle me disait non, on doit être à l'os, on doit faire grincer et l'humour va dénoter dans le propos. Donc voilà, je suis très très content d'avoir fait Chimère. On a construit toute cette série sur 6 albums. C'est une belle histoire, je crois. J'en suis très très fier. Mais j'ai pris un autre nom, enfin j'ai repris mon nom tout simplement pour pas que le public... pense que c'est du Harleston, c'est-à-dire avec tout le côté marrant qui va avec, quoi. Et tu penses faire d'autres histoires qui soient sur ce genre de thématique un peu plus dure, un peu moins dans l'humour? Je ne m'interdis absolument rien. Peut-être qu'un jour je referai quelque chose dans ce genre-là. J'ai des projets très très différents les uns des autres. Je manque de temps surtout pour les faire aboutir. Mais non, je m'interdis absolument rien.
Justement, en parlant de cet univers que tu as créé, au départ, quasiment toutes les séries que tu faisais dans l'univers de 3 avaient le mot 3 dans le titre. Ça a disparu petit à petit et j'ai aussi eu l'impression que les genres d'histoires changeaient et n'étaient pas forcément aussi humoristiques que peut y avoir dans un L'Enfeust, voire très humoristique comme peut y avoir dans un Troll de 3. C'était justement pour donner une chance aux gens d'aller vers tes bandes dessinées sans se dire « Oh, encore un truc de 3, ça va être la même chose » ou vraiment c'était comme ça. Il n'y a jamais rien eu de prémédité. En ce qui concerne le degré d'humour, il est généralement déterminé par le dessinateur. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé l'Enfeust, au même moment, je faisais une série qui s'appelait Le Chant d'Escalibur avec Eric Hupsch, que j'aimais énormément, qui malheureusement n'a jamais rencontré le grand public, alors que pour moi c'est une des meilleures séries que j'ai faites, mais bon, tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Qui était assez délirante, assez drôle. L'Enfeust, c'est ce mélange d'épique et d'humour parce que Tarquin est comme ça. Mourier est beaucoup plus déconnant, donc on est parti avec les trolls dans beaucoup plus d'humour. Après, il y a eu Ithac avec Adrien Floch, où il y a eu un peu moins d'humour, parce qu'Adrien est plus retenu dans son dessin. Les Forêts d'Opale avec Philippe Pellet, qui lui est très très sérieux, donc là il fallait du premier degré. J'avais essayé de mettre un petit peu d'humour dans le premier tome, ça passait pas du tout. J'ai même retiré des dialogues aux réimpressions ensuite. Et par contre, avec Alessandro Barbucci, quand on a lancé Echo, là on avait envie à nouveau de s'amuser, parce qu'Alessandro avait envie de faire de l'humour. Donc vraiment, moi j'adapte mon degré au dessinateur, et après c'est une alchimie qui se fait toute seule. Il n'y a pas de recette au départ qu'on va essayer de mettre en place. Au fur et à mesure du bouquin, au fur et à mesure des bouquins, quand on avance dans la série, les choses trouvent leur place naturellement. Justement, pour parler d'Echo, il y a tout un univers qui a été créé. Les albums sont tous indépendants. On n'est pas dans la saga comme on peut l'être dans la plupart des autres séries d'Heroic Fantasy. C'était vraiment... T'avais envie qu'on puisse se dire j'en prends un au hasard, ce qui était mon cas. J'ai lu que le 8e en fait, pour tout te dire. J'ai trouvé ça très sympa, oui, c'est de l'action, dans un univers qui mélange du contemporain et de la fantasy. Vraiment, tu voulais sortir un peu de ce schéma de les grandes histoires à suivre. C'était un choix éditorial en se disant ça a plus de chances de marcher, ou est-ce que c'était un choix t'en avais marre de faire des séries sur 4 tomes? C'est un choix qui correspond à ce qu'on a envie de raconter au format. C'est pas du tout la première fois que je fais ça, parce que les Trolls de 3 aussi, c'est des albums indépendants, à part les 4 premiers qui fonctionnent ensemble, mais après c'est des albums indépendants. Je crois que sur des récits plus humoristiques, l'histoire fermée en 46 pages, ou 52 parce que des fois je déborde, fonctionne mieux. J'ai pas envie de faire du feuilletonnant sur quelque chose de vraiment marrant. Et j'aime bien boucler mes histoires, j'aime bien terminer. Et puis c'est vrai que j'aime bien aussi, parce que ça c'est mes souvenirs de môme, dans une maison avec une bibliothèque qui n'est pas toujours la mienne, et puis de prendre un Spirou et Fantasio au hasard, et de pouvoir les lire sans être dans une continuité narrative forcément. Donc ce qu'on a fait sur l'Enfeust avec de la longue saga à suivre, on l'a fait parce que Didier au départ faisait 2 albums par an. Donc on avait on fournissait vraiment de la page et ça tombait très vite, donc ça marchait pour le lecteur. Aujourd'hui, j'ai moins envie de faire des grands trucs à suivre, c'est peut-être aussi parce que j'ai plus envie de prendre mon temps, moins envie d'être dans la pression et plus envie de m'amuser, donc d'écrire des histoires fermées. Tu écris combien d'albums en parallèle, en général ? Moins que ce qu'on imagine. J'écris en moyenne 5 albums par an. Ce qui est très raisonnable. Ça fait 2 mois par album, plus 2 mois de vacances. J'ai jamais pris de vacances. Oui, c'est parce que tu habites dans un endroit où il y a du soleil, il n'y a pas besoin. Voyons. Justement, tu vas aller chez Dracou, tu vas donc travailler sur d'autres histoires chez un autre éditeur. Tu étais quand même la référence d'Heroic Fantasy de chez Soleil, ça fait pas un peu grincer des dents de ce côté-là ? Évidemment, ça peut sembler bizarre, mais d'une part, Soleil n'existe plus. Soleil, aujourd'hui, c'est un label. C'est juste un nom de maison, enfin, c'est un logo sur des bouquins, c'est tout.
Il n'y a plus l'âme et l'esprit soleil qu'il y a eu une époque, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de recréer justement une équipe et de recréer une famille qui a une âme. Mais bon, Guy Delcourt d'un autre côté est rassuré, je continue chez Delcourt toutes les séries existantes, je continue tout ce qui est en cours, il reste. Je vais faire du nouveau en plus à côté. Et voilà, il est assez tolérant pour connaître la vie de l'édition et savoir que chacun peut avoir envie de mouvement à un moment ou à un autre. Ça veut dire qu'on va avoir la fin des feux d'Askel un jour? Non, je déconne. Bien tenté. Je sais que c'est une question un peu récurrente. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir est-ce que tu peux commencer à parler de ce qu'on peut attendre en termes d'auteur, par exemple, chez Draco? Pour le moment, c'est fermé au niveau de la com. Alors, 6 ou 7 bouquins sont déjà signés, donc on peut tout à fait en parler. Par contre, ils ne sortiront pas avant l'automne prochain, puisqu'il faut le temps de réalisation. Je vais essayer de me souvenir comme ça. Il y a d'abord, dans l'ordre chronologique, Spirit, un projet de Margot Kinderhauser, qui avait fait Clues chez Achilleos, qui avait participé aux 7 détectives chez Delcourt, qui est une formidable dessinatrice suisse qui fait de la couleur directe. Et là, c'est une chouette histoire un peu steampunk de spiritisme dans les années 30. Et elle est en train de faire de très très belles pages. Il y a ensuite un album de Philippe Pellet avec qui je faisais Les Forêts d'Opale, mais qui a écrit son propre scénario. Donc sa propre histoire, il est dessus, il avance à un rythme que je trouve trop lent, mais il avance. Il y a par ailleurs un projet que je développe moi-même avec Olivier Boiscommun au dessin, donc qui va s'appeler Le Dentracon, l'histoire d'un grimoire glouton, et sur lequel je suis là dans mes basiques de fantaisie et humour. Et avec Claude Gutt aux couleurs, donc voilà, je recrée des équipes que j'aime bien. Il faut travailler avec des gens qu'on aime bien, c'est très important. Parce que si je fais ce métier aussi, c'est pour le plaisir des amis et de travailler avec des amis. Et puis, comme je suis scénariste, je sais qu'une histoire c'est important et trouver des bons scénaristes c'est important et c'est en réalité assez difficile. Donc j'ai pris le pari d'aller chercher des romanciers de science-fiction ou de fantasy français qui sont tous ceux que j'ai choisis sont des gens de grand talent et j'espère en attirer d'autres. Et là, il y a donc 3 romanciers de fantasy. D'une part, Gabriel Katz, qui par ailleurs est aussi sous un autre nom scénariste de télévision pour beaucoup de séries télé. Donc c'est quelqu'un qui m'a amené son scénario de 44 pages écrit d'un bout à l'autre. Et je lui ai dit, attends, je vais lire, mais il va sûrement falloir reprendre plein de trucs, on va sûrement retravailler ça, t'as jamais fait de BD avant, te vexe pas, il y aura des ajustements techniques. J'ai lu les 44 pages, il n'y avait pas une virgule à changer, il avait déjà chopé le coup, tout était parfait. Donc voilà, ça sera dessiné par Stéphane Créti. J'ai été chercher Olivier Gay, qui lui travaille chez Bragelonne, pas mal, et a fait du roman jeunesse aussi chez Rajo, une série qui s'appelle Le Noir est ma couleur. Et évidemment, moi qui m'habite toujours en noir, ça m'a parlé. Donc Olivier, lui, par contre, il apprend le métier de la BD, il n'en avait jamais fait. Donc je le guide un peu pas à pas, mais par contre, comme c'est un garçon très intelligent, je n'ai à lui dire les choses qu'une fois et il reproduit jamais la même erreur 2 fois. Donc il est à la page 15 de son scénario et j'ai plus grand chose à lui dire maintenant, même si on a beaucoup travaillé sur les premières. Et lui va travailler avec Romain Gachet-Gézer, qui est un dessinateur qui a déjà travaillé chez Bambou, qui fait de la couleur directe et qui est surtout illustrateur de jeux de société habituellement et qui est en train de nous livrer des pages assez bluffantes. Et enfin, le 3e et non des moindres, Pierre Pével. Pierre, avec Étienne Willem au dessin, va écrire un scénario original dans l'univers d'Ambremer. Donc en réalité, là, tout le mérite en revient à Étienne, qui voulait vraiment adapter Ambremer, qui a tanné Pierre pour ça. Et Pierre a eu l'intelligence de lui dire non, adapter Ambremer, c'est pas une bonne idée. La meilleure idée, c'est que je vais écrire un scénario original. Et là, le bonheur de travailler avec des grands professionnels comme ça, c'est le fait que le premier scénario de Pierre était pas du tout adapté à la BD. Et il m'envoie un synopsis. Et je lui dis,
très très bon synopsis de roman, mais ça va pas marcher en BD. Il y a plein de choses qui marchent pas, trop complexes, trop de personnages, trop... Et Pierre Pével, qui est quand même, en tout cas pour ceux qui le connaissent, c'est une star dans le roman. C'est le romancier de fantasy français numéro 1, très loin devant tout le monde, avec Au Royaume en particulier. Et Pierre, tout de suite, m'a dit d'accord, je retravaille, je me remets au boulot. Il a retravaillé, et maintenant on a un scénario qui tient debout, qui est parfait. Et j'aime justement, c'est très marrant, avec les années, on s'aperçoit que quand on travaille avec des grands, les grands n'ont pas de fierté mal placée. Et ils savent tout de suite se remettre en question. Quand on leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils voient tout de suite, ouais, en effet, et ils retravaillent sans faire d'histoire. Et puis voilà, on est là pour servir le bouquin. Et parfois, on tombe sur des jeunes qui sont là et qui font « Non, mais c'est mon style, c'est ce que j'ai décidé. Vous voulez nier ma personnalité quand vous me dites ça et tout. » Et là, on fait « fuck », quoi. Et voilà, c'est à ça aussi qu'on reconnaît les grands. Une anecdote, ça m'était arrivé il y a quelques années quand j'ai fait Sixi avec Olivier Vatine. Je ne connaissais pas Olivier personnellement. On s'était croisés de loin au festival, on est un petit peu bourru d'ours et tout, et puis Vatine, c'est un monument, c'est quand même un très grand monument. Et donc, à un moment donné, sur les planches, il y avait des petits trucs qui me dérangeaient. J'étais très très gêné d'avoir à faire une remarque graphique à Vatine, en particulier sur les yeux. Je trouvais que ses regards n'étaient pas assez précis et que trop souvent, il éludait le regard des personnages. Et j'ai pris des tas de précautions, de circonvolutions, de machin. Je dis, écoute Olivier, peut-être que si tu... Il fait, ouais, non, mais pas de problème, non, mais t'as raison, les yeux, là, j'ai merdé. Hein. Voilà, les grands, c'est ça. C'est des mecs qui savent tout de suite prendre la distance par rapport à leur boulot. Et en tant qu'éditeur, ça, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes dernières sorties ? Alors là, il y a eu un petit tir groupé, puisqu'on a commencé avec le dernier Écho, qui est une histoire qui se passe à New York à nouveau, à la fois uptown et dans les égouts de New York, parce qu'on a ce vieux fantasme des égouts de New York, et comme Écho, c'est le monde d'une fantaisie décalée, notre monde vu façon fantaisie, on s'est beaucoup amusé avec Alessandro Barbucci. Il y a Itac qui vient de sortir. Alors tout à l'heure tu me posais la question des grandes séries à suivre. Là c'est marrant parce que c'est un album qui est un petit peu à part, qui peut presque se lire tout seul finalement, puisque au milieu de la grande saga d'Itac, il y a un petit épisode isolé qu'on pourrait enlever ou remettre. C'est un petit module mais que j'ai pris grand plaisir à faire, qui se passe dans un train de fantaisie, et c'est un grand voyage en train. C'est une espèce d'esprit de transsibérien mais qui m'a amusé. Et puis surtout le dernier Troll de Troie, qui marque les 20 ans de la série, et sur lequel on a fait un album spécial avec à la fin un beau cahier de Jean-Louis Mourier dessinant, peignant un Rembrandt, un Van Gogh, du Vinci, un Klimt. Il y a une quinzaine de toiles comme ça, de trolls peints à la manière d'eux. Et comme certaines de ces illustrations avaient été faites pour des coffrets à l'époque, en réalité j'ai construit l'album à l'envers, c'est-à-dire que j'ai écrit toute une histoire qui justifie la présence et l'existence de ces peintures. Donc c'est toujours marrant de travailler avec des contraintes comme ça, de se donner des contraintes. Finalement c'est là où on sort le meilleur de soi-même. Et on a vraiment construit toute cette histoire autour des peintres et de l'art, donc il y a toute une parodie un peu du monde de l'art, et l'album se termine par ce magnifique cahier avec en particulier un quadriptyque de la scène de Léonard de Vinci à déplier, et je crois que c'est un très très beau bouquin et j'en suis très très fier. Très bien, est-ce que tu peux me donner la dernière bande dessinée qui t'est marquée, qui t'a fait faire waouh ? Le dernier qui m'a fait faire waouh, je l'ai lu il y a 15 jours, c'est l'Arabe du futur, le 4, qui est un bouquin extraordinaire. Alors les 3 précédents étaient déjà très très forts, mais là, celui-là, avec un twist final que je ne révélerai pas évidemment pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais qui fait qu'on reste sur un cliffhanger, mais qui en fait est un cliffhanger de vie, et dont je connais un petit peu la suite de l'histoire. Mais c'est un bouquin d'une force extraordinaire parce que Riyad arrive dans cette série-là à faire des choses justement dont je suis totalement incapable, c'est pour ça que je suis aussi admiratif, arrive à raconter l'histoire sur des modes différents au fur et à mesure que son personnage avance, c'est-à-dire que l'histoire est racontée par un gamin de 5 ans au début, avec la vision qu'a un gamin de 5 ans des choses. Et puis, au fur et à mesure que le gamin grandit, le monde se complexifie autour de lui.
Et enfin, le monde a toujours été complexe, mais il le perçoit. Il perçoit cette complexité de plus en plus, là jusqu'à l'adolescence. Et le ton change. La vision qu'il a de son père change, puisque là c'est un album entièrement basé sur son père, et c'est un sujet extrêmement fort. Et il arrive à mettre dans chaque personnage une humanité extraordinaire, une vraie humanité, que ce personnage soit détestable ou pas, quel qu'il soit. Ils nous sont tous attachants quand même, malgré tout, tels qu'ils sont. Et ça, c'est un tour de force extraordinaire. Mais c'est vraiment le talent de Riyad. Et c'est la personnalité de Riyad qui est un type qui a une bienveillance naturelle. Et qui transparaît à travers ses bouquins. Mais là, je dois dire que sur ce tome 4, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis tout le temps, mais sur ce tome 4, il m'a bluffé complètement, je suis resté scotché. Je suis pas vraiment un adepte des selfies et des live tweets, mais j'ai essayé de suivre un peu le festival avec mon téléphone et d'envoyer un peu des infos sur ce que je faisais, ce qui me semblait intéressant, et puis surtout pas mal de photos sur Instagram. Et là, au détour de mes mentions Twitter, je vois que Moulinsart33 me dit « Vu page 69, BD qui aborde la sexualité féminine sous l'angle des fantasmes féminins, ça change ». Intrigué par ce commentaire, je demandais plus d'informations jusqu'à être guidé jusqu'au stand des éditions 21G où se trouvait Marine Tumeler, et c'était une très belle occasion de parler de cette bande dessinée dont je n'avais jusqu'ici jamais entendu parler. Je suis avec Marine Tumeler qui a travaillé sur l'album Quelques pincées de désir chez 21G. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un album un peu particulier parce qu'apparemment ce sont des histoires érotiques qui sont toutes écrites et dessinées par des femmes, et donc pour une fois on a un point de vue féminin, alors ça existe déjà, un point de vue féminin sur l'érotisme. C'est quelque chose que tu trouves peu représenté en littérature de façon globale ? C'est peu représenté pour l'instant, ça vient de plus en plus. Il y a beaucoup d'autrices plus chevronnées aussi que moi qui travaillent ce sujet depuis un moment. Et c'est très bien de montrer une vision différente et personnelle aussi aux lecteurs et aux lectrices. La littérature érotique est vraiment très axée pour les hommes. Les femmes vont très peu vers ce genre de littérature. Est-ce que, au-delà d'écrire ces histoires-là, tu ne crois pas qu'il faudrait trouver un moyen d'attirer les femmes vers ce genre de littérature parce que, par défaut, elles vont se dire « Oh là là, c'est pas pour moi ». Oui, c'est vrai que les femmes vont peu vers cela parce qu'elles ont encore tout le poids du... Enfin, elles osent pas, et il y en a qui osent, heureusement, qui viennent. Mais c'est vrai que quand on est dans les rayons de BD, ça reste le petit endroit là-haut sur les étagères, et c'est en général les hommes qui y vont. Mais il faut continuer la diffusion, la pédagogie. Par exemple, sur le stand, là, actuellement, j'hésite pas à présenter le bouquin pour dire vraiment que c'est accessible pour elles, pour montrer autre chose, que c'est fait par des femmes, pas forcément que pour des femmes, mais pour tout le monde. Voilà, l'égalité vraiment entre les hommes et les femmes. Et il faudrait effectivement, c'est vrai, trouver des moyens que les femmes aient moins d'appréhension d'aller vers ça. Parce qu'on le voit sur le stand, elles se disent « Ah bah non, c'est pas pour moi », mais en fait, si. Déjà, grâce à la couverture qui est très belle et très douce, très poétique, eh bien, ça attire vraiment l'œil. Et donc, ça permet qu'elles viennent jeter un œil. Il y a une sorte de réinvention des codes, justement, j'ai l'impression, à faire au niveau des couvertures, tout ça, pour essayer d'attirer. C'est vrai, les codes sont complètement changés. Ça se modernise, on va dire. Là, dans cet album-là, précisément, Quelques pincées de désir, ce sont des autrices qui ont des styles très différents et très colorés. C'est vraiment riche. Et ça s'est jamais vu, je trouve, qu'en termes de style, ça donne du renouveau et ça fait du bien, surtout dans l'érotisme. J'ai l'impression que dans l'érotisme, il y avait pas mal d'autrices déjà, parce que j'en ai vu quelques-unes, mais qui faisaient de l'érotisme pour hommes. Tu crois que c'est parce que c'était une volonté commerciale en se disant de toute façon je peux pas le faire pour femmes, ou c'est parce que c'est un média qui est balisé sur cette façon-là et ce public-là ? Alors je sais pas du tout pour les autres. En tout cas, je peux parler pour moi. J'ai vraiment fait en sorte que ça soit lu pour les femmes, par les femmes, et que les hommes pouvaient aussi le lire.
Et vraiment, mon but, c'était d'essayer que chacun ait du plaisir à la lecture. Plaisir littéraire ou plaisir autre, hein, évidemment. C'est le but de l'érotisme. Ok, merci. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors, ma dernière découverte, ça va être les derniers albums que j'ai lus, que j'ai beaucoup appréciés. C'était La Morte Vivante de Alberto Varanda et Vatine, qui ont adapté le célèbre roman. Et puis The End, ou End, je sais plus, excusez-moi, de Zepp. J'ai beaucoup apprécié le dessin et la vue un petit peu avec une base scientifique. J'aime beaucoup sous ce truc-là. Enfin, c'est très beau. Voilà, 2 beaux albums. Ce qui est bien dans les gros festivals de BD, c'est qu'on peut aussi croiser un peu tous les petits éditeurs. Et donc quand je suis passé devant le stand des éditions Flubelub, j'ai d'abord été attiré par le dessin de Robin Cousin, dont on reparlera dans la prochaine émission, mais aussi par beaucoup de romans photos. Alors je me suis dit que j'aimerais bien en savoir plus sur pourquoi se lancer dans le roman photo alors que c'est un genre qui n'est pas vraiment apprécié. Et j'ai donc demandé à un des cofondateurs de Flubelub, Ototé. J'ai été surpris en venant sur le stand de voir qu'il y avait pas mal de romans photos. Alors, j'avais déjà entendu parler de certains, dont le Bloody Mary de Jean Telet et Jean Vautrin, qui rappellent que Jean Telet faisait de la BD avant de faire des romans, qui ont tous été adaptés presque en BD depuis. Et c'est vrai que c'est un genre qui est un peu déprécié globalement, hein, qui est toujours associé aux histoires à l'eau de rose ou aux histoires de cul dans les années 80-90. Et je vois qu'il y a ton associé qui a fait un manifeste sur le roman photo. Pourquoi cette volonté de mettre en avant ce genre qui est quand même vachement déprécié et qui ne doit pas être facile à vendre ? Alors, nous déjà, dès le départ des éditions, enfin même avant, quand on faisait le fanzine Flubelub, on a toujours eu envie de pas faire que de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on s'intéressait un peu, enfin nous une de nos grandes influences c'est Harakiri, où Harakiri a été fondé par des gens qui étaient plutôt au départ des dessinateurs de presse, mais qui ont eu envie d'investir un peu plein de moyens d'expression. Donc ils ont fait de la bande dessinée, ils ont fait du dessin d'humour, ils ont fait du roman photo, ils ont fait du texte, enfin voilà, donc il y avait pas ce truc de on fait de la bande dessinée, c'était vraiment plus large que ça, c'était des auteurs complets et le roman photo en faisait partie. Et donc nous, dès le début du fanzine Flubelub, donc on faisait beaucoup de bande dessinée, mais on faisait aussi, on a eu envie de faire du roman photo. On a même fait un numéro entier de notre revue qui s'appelait Flubelub, donc spécial roman photo. Donc on a invité tous les auteurs qui étaient plutôt des auteurs de bande dessinée à faire du roman photo. Et puis de fur et à mesure, voilà, on a réédité les premiers romans photos de GB dans Harakiri justement. Grégory a fait un livre en 2007 qui s'appelait Savoir pour qui voter est important. Et on a eu envie de dire voilà, c'est un moyen d'expression qui est au moins aussi intéressant que la bande dessinée. Il n'y a pas de raison qu'il soit cantonné aux histoires à l'eau de rose ou à la parodie d'histoires à l'eau de rose. Donc l'idée c'était on peut dire des choses intéressantes en roman photo. Il y a pas, voilà. Donc on a fait notamment Pauline à Paris qui est un documentaire. Donc c'est un auteur de Paris, Benoît Vidal, qui a fait un livre documentaire sur une femme qui s'appelle Pauline que sa grand-mère a connue, donc c'est sa grand-mère qui raconte l'histoire de Pauline. On a fait aussi des romans photos qui sont plutôt de l'ordre de l'anticipation, comme Ça va pas durer longtemps mais ça va faire très mal de Grégory Jarry, donc Le syndicat des algues brunes de Amélie Laval, et on va publier bientôt un autre livre qui s'appelle Contrôle des voyageurs de Xavier Courtex en 2019. Et donc ouais, Grégory a sorti ce manifeste qui s'appelle Debout le roman photo, donc où il dit en gros la France est un grand pays de cinéma, un grand pays de bande dessinée. Pourquoi on a loupé ce rendez-vous avec le roman photo, qui est un moyen d'expression à cheval entre les deux, quoi. C'est-à-dire que dans la forme c'est un livre et c'est des cases avec des bulles, donc on est dans de la bande dessinée, mais dans la façon de le fabriquer, on est presque dans du cinéma, c'est-à-dire on est dans du tournage avec des acteurs, avec des moyens techniques, des décors, des costumes, donc voilà. Il y a des choses qui doivent être plus difficiles à faire en roman photo qu'en BD, genre... Oui, mais ce que dire, on a toujours l'impression que le roman photo c'est plus facile parce qu'il suffit de prendre des photos et de mettre des bulles. En fait, non, on est quand même dans de l'ordre du tournage. Par exemple, le syndicat des algues brunes d'Amélie Laval, ça lui a demandé un an de... Voilà, elle a embauché un photographe, elle a fait elle-même certains costumes. Enfin voilà, c'est un truc quand même assez long dans la conception, même si on dessine pas. Ouais.
Ok, il y a d'autres éditeurs qui s'intéressent aux romans photo autour, à ta connaissance? On peut citer Fluide Glacial, donc qui a publié depuis longtemps les romans photos de Léandri, mais à part ça, il y a un éditeur qui s'appelle La Ville Brûle, qui a édité un roman photo qui est issu d'un spectacle en fait, qui s'appelle Blanche-Neige et le mur de Berlin ou quelque chose comme ça. Et après, comment ? Ah oui, il y a aussi, on peut citer ça, c'est intéressant, les éditions Matière qui ont édité un bouquin sur les romans photos qui avait été fabriqué à l'époque d'après les photos de tournage des films de Godard. Donc il y a eu un roman photo d'À bout de souffle par exemple, mais il n'est pas fabriqué avec des photos du film, des images prises dans le film, mais des photos du tournage. Nous on avait à nos bureaux, on avait Cléo de 5 à 7 aussi d'Agnès Varda, mais un roman photo original de Cléo de 5 à 7. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes images que dans le film. C'est intéressant. C'était un photographe de tournage qui a fait Ouais, on retrouve un peu ce côté très nouvelle vague, étude de la narration du média. Ouais, c'est pas mal. Exactement. Ok, merci beaucoup. Quelle serait ta dernière découverte en BD, que ce soit chez Flubelub ou chez quelqu'un d'autre, le truc que tu as lu qui t'aurait fait dire waouh, ça peut être un truc récent, un truc vieux, comme tu veux. Voilà, l'auteur que tu aurais aimé signer. Ouais, je sais pas. Après, voilà, quand on est éditeur, voilà, on construit une ligne éditoriale et des fois on lit des choses qu'on n'aurait pas pu éditer mais qui nous plaisent quand même. Découverte récente, en fait, il y a un auteur. En fait, je m'intéresse pas mal à la bande dessinée espagnole. Il y a un auteur qui s'appelle Albert Monteis, qui est relativement connu dans son pays, puisqu'il a dessiné longtemps dans El Jueves, qui est un peu l'équivalent à la fois de Charlie Hebdo et de Fluide Glacial en Espagne. Et qui a fait une bande dessinée, c'est marrant d'ailleurs, il l'a fait, c'est dans le même format que nos petites histoires des colonies françaises. Ça s'appelle El Show de Albert Monteis. Et c'est une bande dessinée autobiographique où il se met en scène un peu le dessinateur de BD, un peu avec ses névroses et tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez bien vues. Enfin, c'était assez, comment on dit, assez fin. Ouais, je sais pas, ouais, c'est drôle et bien vu, quoi. Voilà. Alors je sais pas si ça va être publié en France, mais voilà. Comment passer de la bande dessinée jeunesse à la bande dessinée adulte? C'est le chemin qu'a dû suivre Thébault. Connu pour Captain Biceps, César et Capucine, un passage sur la vieille mastodonte, il sort maintenant Les Fables avec du poil chez Fluide Glacial, qui vise un public un peu plus adulte. Il en profite aussi pour nous parler de ses relations avec Disney, pour son travail sur la jeunesse de Mickey, des relations parfois délicates, surtout quand t'es habitué au pipi et au caca. T'es un auteur qui est quand même définitivement, je pense, associé à l'humour côté toilette. Est-ce que c'est une image que t'entretiens ou c'est venu tout seul ? Ouais, en fait c'est mes lectures de quand j'avais 13 ans, j'ai découvert Gottlieb, et puis voilà, après j'ai découvert à 16 ans les Heidika, Meister, et Vulmain, donc là j'étais baigné dedans, quoi, donc et je savais que j'aimais ça, et je savais que j'aimais dessiner ça quand j'étais jeune, puis ça m'est resté. Et moi mes premiers projets c'était des projets pour Fluide Glacial, que j'avais même envoyé quand j'avais une vingtaine d'années. Ils m'ont pas répondu, ces enfoirés, quoi. Et après j'ai bossé pour Tcho, j'ai rencontré Zep, et Zep avait la même culture que moi. Et donc voilà, donc quand on se voyait, ça parlait surtout de pipi, caca. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé Captain Biceps aussi. Et quand j'ai bossé pour une Caca Veritas et une Pipi Veritas, c'est à cause de Zep, parce que Glénat avait racheté les droits des bouquins. Et Zep avait vu les livres et il a dit « Oh, c'est con, les dessins ils sont moches. » Il y en a un qui est le spécialiste du caca, c'était beau. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes de transit. Et voilà, j'ai eu le boulot à cause de ça, en fait. Donc, et après, c'est parti avec l'atelier Mastodonte. Je me suis, voilà, tout le monde devait se trouver un personnage. J'ai dit « Allez, je fais le monsieur caca. » Puis après, c'est parti en vrille, quoi. Alors, tu as beaucoup travaillé pour de la jeunesse, je pense à Captain Biceps, des choses un peu plus, donc César et Capucine, que ma fille adore. Voilà, et là tu es passé sur quelque chose de plus adulte, chez Fluide, enfin, voilà, ils ont dédié de te répondre. Justement, je trouve que moi tu fais de la bande dessinée qui est un peu tout public au niveau de l'humour, parce que ça touche un peu tout le monde, il y a toujours un petit côté trash, même pour les gamins, mais ça passe. Comment est-ce que tu décides si ton gag il va être pour du Fluide Glacial ou pour les enfants ? Là, quand tu fais des éjacs faciales avec de la merde et sur des morts, tu dis bon là, je pense que c'est plutôt pour le Fluide Glacial. Et
Tu vois, dans l'album des fables avec Dupoil, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun gag avec un enfant ou autre chose. Là, j'ai vraiment mis tout ce que... De toute façon, quand je bosse pour... j'ai fait Samson et Néon avant, j'ai fait donc Captain Biceps, et puis je sais à qui je m'adresse, entre guillemets, quoi. Même si, quand on faisait Captain Biceps, on ne s'est pas dit on va taper dans le 8-12 ans. On s'est éclaté, c'est pour ça qu'il y a un peu des trous de balles, il y a un peu de la boyasse et tout. On y va, ça c'est du trashos, mais on va pas non plus dans le glauque, quoi. Alors quand on m'a proposé de bosser pour Fluide Glacial, je savais que j'allais me lâcher, mais là je lâchais les chevaux. Et voilà, et tout de suite, moi quand j'écris, je mets 2 personnages dans une case. Si je mets 2 chiens qui se reniflent le cul, et après c'est les 2 chiens qui vont parler. Moi après je suis un peu que spectateur, donc voilà. Et après voilà, et je sais que comme j'avais aucun personnage qui revenait tout le temps dans le bouquin. C'était leur point commun, ça va être le trash, quoi. Donc soit c'était avec du sexe, soit c'était avec scato, soit c'était avec de la boyasse, ou soit c'était les mecs allaient parler avec des mots ultra vulgaires pour expliquer des choses, quoi. Donc voilà. Il y a un des gags qui m'a beaucoup plu dans Les Fallets avec des poils, c'est celui sur l'alien. Qui m'a aussi un peu fait penser au travail d'autres auteurs, hein. Je pense à Gottlieb, mais aussi Pascal Jousselin avec Imbattable. Tu y as pensé quand tu l'as fait, ou l'idée t'est parue évidente? Alors, moi l'idée me parut évidente parce que moi j'étais ultra fan de Fred de Philémon. Et j'ai fait pas mal de choses aussi avec Captain Biceps où justement je déplaçais les personnages il y avait même plus de cases, quoi. Donc moi j'ai bouffé du Fred, et justement quand j'ai vu Imbattable, moi j'adore Imbattable et tout, et je me dis moi j'étais pas perdu, je me dis ça me faisait penser à plein de choses, mais voilà, il a quand même son style personnel. Et quand j'ai trouvé ce gag-là, c'est pareil, comme je dis, j'ai commencé à écrire mon petit alien qui pisse, mais j'avais pas vraiment de chute. Et puis c'est arrivé ce truc, c'était une évidence et tout, quoi. Mais c'est un truc que j'ai fait, mais de temps en temps, que les personnages peuvent se déplacer d'une case à une autre. Et voilà, là j'ai pu réaliser mon truc vraiment pour faire un album. Donc voilà, c'était la page clin d'œil peut-être à Fred et à Pascal Jousselin. Voilà. T'as bossé sur Mickey. Ouais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va faire un Mickey un peu avec du caca ou parce que t'as été une réputation quand même. Et bizarrement, j'en ai pas trop trouvé dedans. Je crois pas qu'il y ait de scène où il va aux toilettes. Non, il n'y a pas du tout. Moi, c'est Jacques Léna qui m'avait proposé le plan de faire un Mickey. Il m'avait dit que j'avais carte blanche pour le dessin, pour l'histoire, pour le format, pour si c'était en noir et blanc, si c'était en couleur. Et donc moi je voulais faire un Mickey, mais qui pouvait être plus pour les mecs, les vieux, ou pour les gamins, quoi. Donc et je voulais faire un truc qui me ressemble, mais je voulais pas mettre du trash ou quoi que ce soit, quoi. Je voulais vraiment garder moi c'était l'esprit cartoon des années 20-30. C'est pour ça que j'ai fait le Mickey, parce que j'étais ultra fan, et c'est même ce genre de dessin animé qui m'a marqué au niveau de mon dessin. C'est pour ça que j'ai un dessin très cartoon. J'étais très Tex Avery et tout. Et en fait c'est en faisant le Mickey que j'ai compris que mon dessin venait de Mickey, en fait, sans le faisant. Alors qu'avant, j'avais pas du tout conscience de ce truc-là, quoi. Moi, je pensais, c'est à l'âge de 10 ans que j'ai voulu être dessinateur de BD en découvrant les X-Men. Et à 13 ans que j'ai voulu faire de la BD d'humour parce que j'ai découvert Gottlieb. Et là, en faisant le Mickey, je dis mais en fait, mon dessin, ça vient des dessins animés. Je suis complètement con et tout. Et donc, quand j'ai fait mon album de Mickey, je me suis jamais dit, je vais mettre du caca ou du P. Il n'y avait pas besoin. Et je voulais mettre un coup de pied dans les couilles de Patibulaire. Mais en fait, quand j'ai commencé à bosser, j'ai écrit mon album et tout, et à un moment donné, au bout de 3 mois, on m'a dit, au fait, il y a Disney qui surveille le truc. Je suis bon, mais c'était pas dit dans le contrat et tout. Ouais, mais en fait, non. Et donc, là, je me suis rendu compte que j'avais plein de censure, alors que moi, j'étais basé sur des dessins animés avec Patibulaire qui fume de cigares et autre chose. Et il y avait plein de censure avec ça, avec tout ce qui était les trucs avec le paradis. Donc, je peux pas dire, je t'ai envoyé au paradis, tu peux pas dire oh mon Dieu, des trucs, tout ce qui est connotation religieuse, on n'a pas le droit. La bouffe, tu peux pas faire manger Mickey un poulet, donc il mange des gâteaux, des trucs comme ça, quoi. Donc, mais ça, on l'a appris sur le tard, parce qu'en fait, on nous a appris qu'il y avait une Bible, une énorme Bible, avec tous les trucs qu'on peut pas faire avec Mickey.
Donc on a dit, bon bah envoyez la Bible qu'on voit quoi. Et là on dit non, c'est interdit pour les auteurs, c'est juste les directeurs qui ont le droit d'avoir accès à cette Bible et vous faites, et nous on vous dit non ou oui. Voilà. Donc c'était un peu l'horreur parce que nous, on ne voulait pas faire non plus du Mickey à parade, on voulait faire un Mickey à notre sauce, et puis un peu plus, relax, quoi. Donc voilà, j'ai quand même pu placer des cigares, ils ont quand même accepté, mais voilà, il fallait y aller un peu, pas en force, parce qu'ils voyaient que on était vraiment, qu'on faisait attention aux personnages, qu'on aimait les personnages, on n'était pas là pour faire comment on appelle ça, pas pour sauter de la gueule du perso, quoi. Donc voilà, comme je fais dans les fables, toi. Là, voilà. Et j'ai pas mis Mickey dans les fables, quoi. Je voulais pas non plus avoir. Parce que si je fais un tome 2, faut que je revienne quand même gentiment, quoi. Donc voilà. Donc non. Mais moi, même les censures, ça l'a fait, quoi. Mais au début, quand t'es pas au courant, tu dis, t'es pas content, quoi. Donc voilà. C'est vrai que moi, on m'aurait dit ta carte blanche pour faire ce que tu veux avec Mickey. J'aurais dit non, il y a un truc, quoi. C'est pas normal. Il y a des superbes doubles planches dans ton Mickey. Enfin, l'album est joli en soi avec le dos toilé. Enfin, le truc, c'est vraiment un album luxe. C'est pas le genre d'album que tu fais d'habitude. Le prix est luxueux. Il faut payer la licence. Ouais. Je suis sûr que Disney touche plus que toi sur ce bouquin. Ah oui, je sais, je connais les pourcentages. Et justement, donc, tu as fait ces superbes doubles planches. Elles sont cinématiques dans toutes les histoires, parce que c'est des histoires assez courtes qu'il y a à chaque fois. Tu avais vraiment cette... Pourquoi est-ce que tu es parti sur ces méga doubles planches qui sont magnifiques Comme je te disais, c'est que Glénat m'a dit t'as carte blanche sur le nombre de pages et tout, puis je me dis voilà, moi à la base quand il m'a proposé ça, je vais faire un Spirou chez Dupuis, et en fait quand Jacques m'a dit on a le contrat pendant 2 ans, on a les droits pendant 2 ans, donc voilà, c'était à le faire, c'est maintenant. Et puis je me dis attends, c'est une fois dans ta vie tu fais Mickey, bah voilà, tu le fais bien, quoi. Donc comme voilà, financièrement, ça marche plutôt bien avec Captain Biceps, j'ai des dessins animés et tout, donc là ça va un peu moins bien, mais à l'époque ça allait bien. Donc du coup je dis waouh, je vais faire un bouquin de 100 pages. Au début je voulais faire 7 histoires, et en fait quand j'ai commencé à bosser le truc, j'avais écrit les 7 histoires, j'ai dit ouais ça va le faire vite, j'avais réussi à faire mon Mickey en 2 minutes, j'ai dit bon, j'ai trouvé mon Mickey, je vais pouvoir faire l'album, je le fais en 5 mois, les doigts dans le nez, et puis voilà, je prends le pognon, et puis en fait, j'ai commencé ma première planche et là je me suis rendu compte que mon Mickey je le tenais pas avec mon dessin. Et du coup j'ai dû bosser pendant 2 mois à dessiner mon Mickey, à dessiner Patibulaire. Patibulaire, je me suis rendu compte que je pensais que c'était un loup, moi, Patibulaire. Puis après je me suis rendu compte que c'était un chat. Je fais mais merde. Et puis voilà, et comme il change de gueule dans les dessins animés, dans les bouquins, soit on dirait un chien ou autre chose. Et donc d'apprendre à dessiner Patibulaire, c'était pareil, c'était l'enfer. Et après, quand j'ai commencé à attaquer mes pages, j'ai pris énormément de temps, je prenais énormément de plaisir. Et puis moi, de toute façon, quand il y a certaines histoires, comme celle avec la Première Guerre mondiale, j'avais juste cette image de l'avion qui était en hauteur, qui voyait Mickey en bas avec son avion et qui était prêt à le flinguer, quoi. Et j'ai dit bon bah maintenant il faut que je trouve une histoire autour de ça, quoi. Et pareil quand j'ai eu le flash de Mickey qui est dans la chocolaterie, et je me suis dit ça, moi j'étais ultra fan quand j'étais gamin des jeux électroniques où quand tu changeais les piles, t'avais tout qui s'affichait. Et donc il y avait Mickey et tout ça, donc tu avais tous les personnages qui s'affichaient, et j'ai dit que je vais faire ça en grande page et tout, et voilà. Et moi c'était un plaisir aussi de lecteur, c'est quand tu ouvres un bouquin, quand tu as trop de petites images, tu as du mal à l'acheter, même si on te dit c'est vachement bien autre chose, tu l'achètes, et après tu lis, tu dis que c'est super, mais commercialement, entre guillemets, quand tu vois un bouquin et que tu vois des grandes images, tu fais waouh. Et puis c'est un truc d'enfant. Moi, quand je lisais les Tintins, quand tu avais Tintin avec Objectif Lune, et tu voyais cette grande fusée et tout, moi je revenais à chaque fois, même quand tu avais lu le bouquin, tu revenais juste pour regarder juste ces images. Et j'avais ce truc-là de dire, bon, voilà, je vais me faire plaisir, et je veux faire un cadeau un peu à l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que ton cadeau, c'est ton bouquin, et là tu le lis, et après tu vas le relire plusieurs fois. Et là, je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur mes planches, et du coup, j'ai enlevé 2 histoires. Il y en a une qui devait se passer en 1929 avec les mecs qui suicidaient et tout à cause du crack. Et donc voilà, donc j'ai enlevé 2 histoires, et voilà, ça l'a fait quand même.
Bon, maintenant que t'as un peu un pied chez Disney, tu sais quand que tu fais un Marvel ou un Star Wars? Ouais, j'aimerais. Bon, avec Captain Biceps, ça va. Et puis j'ai fait du Star Wars dans Les Fables avec du poil. Bon, là, je pense que je suis un peu grillé par Star Wars, là, quand même. Est-ce que j'ai fait avec Luke et Leia, donc voilà. Mais ça me fait toujours autant rire. Il avait fait dans les BD chez Marvel à l'époque, hein, Luke et Leia qui étaient limite ensemble. Hein. De quoi ils ont quoi? Dans les vieilles BD Marvel, Ouais. qu'ils avaient fait après la sortie du premier film, ils savaient pas comment ça allait continuer, alors ils ont imaginé la suite. Dommage pour eux, quoi. Voilà, donc ils sont un peu plantés, et là, ils avaient vraiment joué la romance entre Luke et Leia à Donf. Ah merde, ah ouais, dommage. Alors ça aboutissait pas vraiment, parce Ah que oui, oui. c'était classique, mais c'était le sujet, quoi. Ah ouais, ah bon, classe. Tu penses que Les Fables avec des poils, c'est ton album de la maturité? Maintenant que t'es chez les adultes, quoi, je veux dire chez les grands. Putain, j'ai l'impression que c'est putain un album de gamin, quoi. Vraiment d'adolescent boutonneux qui se fait vraiment plaisir et qui se lâche, quoi. Bon, c'est la BD la plus adulte que j'ai. Je pense que je pourrais pas faire plus adulte que ça, quoi. Là, j'ai avec tous les sujets que j'ai abordés, quoi. Là, mais après, je sais pas si j'en faire un tome 2, quoi. On verra, quoi. Je sais que Fluide, ils sont partants, quoi. Donc pourquoi pas, quoi. On verra par rapport aux ventes, quoi. Et j'ai trop de projets sur le feu pour rattaquer tout de suite un tome 2, quoi. Du côté de l'animation, justement, tu disais qu'il y a Captain Biceps qui a été adapté. Tu avais ton mot à dire sur ce qui allait être fait. Toi et Zeb, vous aviez votre mot à dire, ou alors c'est comme souvent, on vend les droits et puis ensuite on pleure en regardant ce qu'ils vont faire parce qu'on n'a plus le contrôle. Bah, en fait, moi, avant de signer Captain Biceps en dessin animé, j'avais fait signer Samson Oignon aussi en dessin animé. C'était genre à 3 mois près, donc j'ai eu 2 séries animées en même temps. Sur Samson Oignon, j'avais pas mal bossé et tout, mais quand tu bosses des fois dans l'anime, des fois tu donnes des coups de main, mais c'est gratos. Donc à un moment donné, tu as une famille à nourrir, donc tu peux pas tout faire. Et quand il y a eu Captain Biceps 3 mois après, tu fais attends, tu peux pas leur donner la même énergie. Tu as des albums à faire en plus. Et en fait, on est tombé sur une bonne équipe qui, voilà, le réalisateur était plutôt cool. Et on s'est dit bon, on va lui faire un peu confiance et tout. Après, on sait que c'est une adaptation, donc à un moment donné, il y a des choix à faire. Puis à un moment donné, tu peux plus trop te battre parce que tu sais que ça va pas se voir à l'image. Donc moi je sais qu'il y a plein de trucs où on s'est battu et après quand tu regardes le dessin animé tu fais bah ouais mais ok tu t'es battu pendant 3 mois pour juste un truc qui dure 1 seconde. Donc tu dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de trucs. En plus là je suis arrivé à ma 5e série quoi, en animation. Il y a eu César et Capucine aussi. Il y a eu Comment dessiner, c'est une série qu'on a fait avec Zep qui a été adaptée. Et là j'ai une nouvelle série qui s'appelle Toc Toc c'est avec Hélène Brûler au scénario. C'était des bouquins qu'on avait fait chez Glénat qui s'appelaient Psychopathe. Et ils ont changé de nom et ça s'appelait Toc Toc. Ça va sortir je crois l'année prochaine sur France Télévisions. J'ai offert le comment dessiner il n'y a pas longtemps à un enfant qui a voulu suivre les points du truc à 2000 points. Il comprenait pas que je disais non mais c'est une blague, fais pas ça. Mais ça marche, non, parce que je me suis vraiment fait chier. C'est le gag de trop, ça. C'est toujours des idées de Zep, tu vois, c'est toujours facile, ouais, tu vas voir et tout. Putain, je crois que j'arrive à 5. Après, j'ai truandé un peu parce que je suis arrivé à 1000, 3000 points, mais je crois qu'il y a au moins 300 ou 400 points quand même. Donc voilà. Tu t'intéresses à tout ce qui est format numérique, comment dessiner, que ce soit en termes de production native pour du numérique ou en termes de mode de diffusion, de vente? J'avais regardé un petit peu, Marvel avait fait un truc au début avec Nova où c'était assez classe quand tu cliquais sur les images, ça s'agrandissait, il voyageait dans l'espace et tout, mais j'ai l'impression que c'est comme vachement du gadget, quoi. J'ai vu un truc aussi où le mec a fait une planche en 3D. Et c'est des mecs qui sont des militaires qui sont dans un bateau et tout. Puis en fait, quand tu secoues, ça secoue partout. Mais à un moment donné, t'as envie de gerber, je pense. Tellement et je pense que c'est bien en une planche, mais je sais pas, 46 planches comme ça, je pense que c'est pas possible, quoi. À un moment donné, tu peux pas lire, quoi. Moi, j'ai pas mal ce qu'on appelle du roman graphique. Et des fois, les dessins, tu tombes les pages parce que tu aimes bien l'histoire, mais t'es pas là à regarder pendant 1 minute le dessin, quoi. Des fois, c'est un peu anecdotique le dessin, quoi. C'est plus l'histoire, quoi. Alors là, de passer autant de temps sur des cases en 3D, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Puis moi, j'aime bien le format papier, voilà. C'était pour ça que j'aimais bien aussi l'objet avec la jeunesse de Mickey, parce que tu le tapes, il y a un bruit, tu as une odeur de papier, tu as une épaisseur, enfin voilà, il y a plein de choses, et donc ça fait encore plaisir à avoir dans les mains, quoi.
Si on veut un peu suivre ton travail, justement, parlant d'Internet, est-ce qu'il y a des endroits sur Internet où on peut avoir des nouvelles de Thébault, de ses dernières nouveautés? J'ai un site qui s'appelle superthébault.com que j'essaie de remettre un peu à jour, mais des fois j'ai pas trop le temps, quoi. Mais voilà, il est assez comment dire. Il y a pratiquement tous mes albums sont dessus, mais j'ai plein de trucs, des dessins inédits, il y a plein des photos, il y a plein de choses. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai bossé des mois dessus avec des copains, et donc voilà, on voit un peu toute ma vie sur ce site-là, quoi. Faut juste le remettre à jour pour les fables, et ça devrait être bon, quoi. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée? Le dernier truc où t'as fait waouh? Donc le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Shérif de Babylone, chez Urban. Et putain, c'était vraiment une grosse claque au niveau scénario. J'ai pas encore fini de le lire, mais putain, les persos, le dessin, enfin là c'est vraiment je peux même pas te le raconter tellement c'est assez complexe, mais le sujet est complexe, mais c'est tellement bien raconté que c'est simple, quoi, en fait. Donc je trouve ça vraiment classe. Des fois t'as des histoires simples et qui sont racontées vraiment compliquées, et à la fin du bouquin tu fais oh putain, c'est tout ça pour ça. Et là Shérif de Babylone, c'est vraiment bien, quoi. Donc là faut y aller, quoi. Et sinon il y a aussi une série que j'adore, c'est Volodrine de Jérôme Le Reculé. Je suis obligé un peu d'en parler parce qu'en fait il y avait une interview hier à la radio, il m'a dit j'ai parlé de toi, donc voilà, donc je lui renvoie la balle, quoi. Dans le prochain et dernier épisode de notre spécial Quai des Bulles, nous accueillerons Alexandre, Mathieu Bonhomme, Johan Sacré, Christophe Cazeneuve, Robin Cousin et Olivier Jalabert. Encore du très beau monde. J'espère que vous avez apprécié cette heure et demie avec nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur lavoidesbulles.fr, à nous mettre des étoiles sur iTunes, puis pourquoi pas aller nous donner des sous sur Tipeee, comme ça on pourra se payer notre voyage. On se dit donc à très bientôt pour la suite de mes aventures Malouines. He goes, hey, oh, a Chinese rose.